Bonjour à tous, quelques commentaires dans le DS numéro 3 sur le problème 2. Donc à nouveau un problème d'analyse, cette fois-ci une étude de fonctions célèbres parce qu'on les rencontre dans les filières scientifiques sous les noms de cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que certaines propriétés qui vous ont été demandées de montrer ne sont pas très éloignées ou sont un peu analogues aux propriétés que vous avez déjà en tête sur les cosinus et les sinus, notamment le fait que les dérivées de f et de g dépendent l'une de l'autre, enfin f' c'est g et g' c'est f. Donc ça, au signe près, ça ressemble beaucoup au comportement des sinus et des cosinus. On a vu f carré moins g carré égale 1, donc ça ressemble beaucoup à sinus carré plus cosinus carré égale 1. Sauf que le signe a changé. Enfin voilà. Donc il y a quelques analogies entre les fonctions f et g, donc respectivement cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, et les fonctions cosinus et sinus que vous connaissez. Alors, il n'y a pas besoin de savoir ça, bien sûr, hein, pour faire ce problème. Donc on vous fait aborder une étude complète, à commencer par la parité de f et de g. Pour la parité, j'ai une remarque que j'ai déjà faite à plusieurs reprises. Donc ça, c'est vraiment important, hein, quand on met le doigt sur une méthode importante, sur une erreur habituelle ou sur un oubli fréquent. C'est très important d'intégrer tout de suite ça, hein, pour éviter d'avoir à entendre 3-4 fois le même débriefing, le même conseil avant d'y penser. Donc quand on étudie la parité de f et de g, il faut commencer par vérifier que f et g sont bien définis sur un ensemble qui est centré en 0. Ou alors, si vous partez tout de suite sur la définition quantifiée, pour tout x, il faut mentionner que moins x appartient bien à l'ensemble de définitions de f et de g. Donc ça, c'est vraiment important parce que sinon, on ne pourrait même pas parler de f de moins x. Là, c'est évident parce qu'elles sont définies sur R, mais il faut le dire, sinon on croit juste que vous oubliez un des critères pour la parité. Donc voilà, ça, c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on le voit apparaître en exercice ou en devoir. Donc ça, c'est déjà trop tard, mais il est toujours temps de absolument noter ça quelque part et ne plus jamais l'oublier quand on vous parle de parité. Donc ensuite, ce qu'on peut en déduire pour les courbes, c'est des symétries. Alors attention, hein, vous savez qu'il y a des symétries, mais des fois vous confondez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On parle bien de symétrie par rapport à l'axe des abscisses pour la parité, l'axe des ordonnées, pardon, justement. On ne pourrait pas avoir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Ça, ce n'est pas une fonction. C'est pas une fonction parce que elle passe à en plusieurs points, à plusieurs valeurs pour la même abscisse. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas une fonction. Donc la parité, c'est bien une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et pour l'imparité, les fonctions impaires, c'est une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc tout ce qui se passe d'un côté va se passer de manière symétrique de l'autre. Voilà, ça ce sont juste des exemples, c'est pas à ça que vont ressembler les fonctions f et g, bien sûr. Donc ensuite, on vous propose d'étudier les variations de g, donc pour ça on dérive g. On aurait pu aussi attaquer les variations de f, mais la dérivée de g va être beaucoup plus facile à étudier, vu qu'on tombe sur une fonction g' qui va s'exprimer comme f en fait, et qui va être très facilement positive. Donc ça, on n'a pas posé de problème en général. Ensuite, au niveau des variations de f, donc on a besoin de connaître le signe de g. Et alors là, il y a toujours quelques confusions entre le signe et les variations. Donc on vient de montrer que g est croissante. Donc, je vais effacer ces dessins. On vient de montrer que g est croissante. Et déjà, on déduit qu'elle est positive. Non, une fonction croissante n'est pas forcément positive. Elle peut très bien partir, et c'est le cas pour g, partir de moins l'infini, là, et arriver, c'est le cas pour g, en plus l'infini. Et donc là, elle va être négative sur toute une zone, et positive ensuite sur toute une autre zone. Et il y a un endroit où elle vaut 0, et c'est cet endroit-là qu'il faut trouver. Donc là, on a absolument besoin de résoudre g de x égale 0. On va trouver, bien sûr, et on peut se servir de l'imparité pour cela, que c'est en 0. Donc soit vous résolvez g de x égale 0, soit vous utilisez
que g est impair. Une fonction impaire passe toujours par 0 en 0. Et ensuite, par stricte monotonie, on sait qu'il n'y a pas d'autres endroits où g s'annule. Et dans ce cas-là, elle est négative sur R- et positive sur R+. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir une fonction qui est négative puis positive, qui change de signe alors qu'elle est monotone. Il n'y a pas de rapport, en tout cas il n'y a pas de confusion à faire entre la monotonie d'une fonction et son signe. Voilà, ça permet de connaître donc les variations de f. Et voilà, ensuite on va affiner légèrement dans une prochaine partie.